Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo d'astuces de MJ. Alors a priori vous avez vu les vidéos précédentes ou au moins la première, et donc vous avez une assez vague idée de pourquoi je fais ce genre de vidéos et ce qu'elles valent aussi par rapport à votre façon de jouer. Donc je vais passer sur cette partie-là, on va aller directement vers ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais prendre le thème que j'avais annoncé la dernière fois, puisque ce sera les PNJ, donc les personnages non joueurs. Je suppose que vous connaissez tous, mais un petit rappel tout de même ne fait jamais de mal. Il s'agit tout simplement de tout ce qui n'est pas vos joueurs, c'est-à-dire que la Terre entière, l'univers entier est composé de personnages non joueurs, tous ceux que vous, en tant que maître de jeu, vous allez interpréter, vous allez faire intervenir, et nous allons parler un peu plus d'eux. Alors tout d'abord, je vais partir un peu en arrière sur un des conseils de base que j'avais donné, que je répète ici puisqu'il est utile, tout simplement d'avoir une réserve de noms disponible en toute situation qui vous permettra, si vos personnages se mettent dans une lubie de discuter avec le passant qui avait l'air très très intéressant pour eux alors que vous n'en avez rien à faire, et bien ça vous permettra de sortir un nom immédiatement et de ne pas montrer à vos joueurs que ce personnage n'a aucun intérêt dans le scénario. De la même façon, si vous avez des joueurs qui sont toujours prêts à s'emballer sur une situation ou une autre, il peut être aussi utile d'avoir une réserve de fiches de personnages, tout simplement, parce que comme ça vous avez des archétypes. Les fiches vont pas correspondre à un personnage particulier, mais à un archétype. Par exemple, le commerçant, le soldat, le bourgeois, le voleur. Et de cette façon, vous aurez quoi qu'il arrive une fiche à peu près ressemblante. Après, vous pourrez toujours adapter sur le tas, mais si vous voulez que votre personnage soit crédible dans ses caractéristiques, de cette façon, hop, vous sortez l'archétype qui correspond, et vous avez ce qu'il faut pour jouer. Ça peut être toujours une solution, pareil, dans la volonté de ne pas interrompre la partie dans une recherche ou une hésitation, et de montrer une fluidité dans votre jeu. Ça, le joueur ne se rend pas compte que ce qui se passe n'était pas prévu. Après tout, il attaque quelqu'un, c'est difficile à justifier une pause soudaine du MJ qui se dit « Ah oui, non mais attends, si t'allais nous chercher à boire », comme ça soudainement, on sait pas pourquoi, alors que vous êtes en train de frénétiquement chercher dans votre livre de règles, vas-y, à quoi ça correspond. Au moins vous êtes paré, si vous avez des noms en liste et des fiches de personnages d'archétypes en réserve, vous êtes blindé sur tout ce que peuvent faire vos joueurs. Bon, ils feront toujours des idées farfelues pour continuer à vous embêter, mais c'est le jeu, vous êtes MJ, on l'a dit précédemment, vous êtes là, vous avez signé, c'est pour en baver, donc vous allez continuer à faire dans la joie et la bonne humeur. Maintenant, on va discuter un petit peu de comment rendre le jeu un peu plus intéressant par rapport à vos PNJ. Puisque forcément, de base, on a tendance à faire des personnages simples, qui sont presque, disons, archétypaux. Pas caricaturaux, mais pas loin. C'est-à-dire que un type désagréable ou un type négatif, on va très vite l'interpréter comme étant un méchant, un mec sympathique, à l'inverse, comme un gentil, sauf s'il est trop gentil ou quelqu'un qui deviendra automatiquement le mec qui va essayer de vous enfiler à la fin. Mais c'est ce genre de choses qui va déterminer l'imaginaire dans lequel vos joueurs baignent. C'est-à-dire que s'ils sont là rodés à ce que les gentils soient gentils et les méchants soient méchants, ils vont finir par interpréter assez vite les situations. Pour ça, on va essayer de fureter un petit peu, de gruger par rapport à leurs habitudes, et on va donc utiliser en partie des archétypes, des clichés qui vont revenir, qui vont être réguliers, qui vont rassurer vos joueurs, quitte d'ailleurs, si vous en avez envie, ça s'appelait toujours, si vous avez des joueurs qui rejouent dans une campagne, ou vous jouez sur plusieurs parties différentes, des personnages archétypaux ou des petits gestes qui sont très secondaires, qui sont juste des gestes d'ambiance, mais qui seront le petit clin d'œil qui fera plaisir à vos joueurs. Moi, pour vous donner un exemple tout bête, lorsqu'on fait des parties autour d'une table, un des archétypes les plus clichés que j'utilise tout le temps, c'est quoi qu'il arrive, quel que soit l'univers, quelle que soit l'ambiance, un barman, un aubergiste ou quoi que ce soit, sera toujours, lorsque les joueurs arrivent, en train de nettoyer un verre, inlassablement, sans jamais le nettoyer vraiment, quoi qu'il se passe. C'est un clin d'œil, c'est un détail, puisque les joueurs avec qui j'ai beaucoup joué, évidemment, le reconnaissent tout de suite. Ils partent du principe d'ailleurs que c'est comme ça que ça doit être. Ça fait toujours sourire, c'est le genre de petite anecdote dont on parle. N'hésitez pas à trouver les vôtres, ces petits personnages là, ou ces petits gestes, ces petites toiles de fond qui peut prêter à sourire parce qu'on a l'habitude de la croiser. De la même façon, n'hésitez pas aussi à utiliser les archétypes. Alors j'en dis du mal parfois, mais j'en dis aussi du bien. C'est-à-dire qu'un archétype, il a le mérite d'être facilement identifiable pour le joueur. Un comportement, une façon d'être va vous permettre très vite de marquer la position du PNJ par rapport à vos joueurs. Si vous lui installez des PNJ comme ça qui sont rassurants, puisqu'ils correspondent à l'archétype auquel les joueurs s'attendent, ils vont s'y habituer. Et c'est à partir de là que vous pouvez commencer à jouer avec ces clichés en jouant leur opposé. Quelqu'un d'extrêmement sympathique qui est en fait une ordure finie, ou un type qui est
affreusement désagréable, voire agressif, mais qui en fait est un brave gars qui est juste dans une situation qui l'a amené là. En faisant ce petit retournement, vous permettez aussi aux joueurs d'apprécier qu'un univers gris, pas forcément en blanc et en noir. Ça peut être sympa à jouer le blanc et noir, mais très vite les personnages gris donnent un peu de saveur. Parce que si les restes de vos personnages sont très marqués, qui sont à l'aise dedans, les personnages comme ça, plus compliqués à cerner, deviendront automatiquement plus intéressants. Quand quelqu'un vous sourit gentiment et vous dit bonne journée messieurs, tout va bien. Quelqu'un vous envoie balader, avoir une mauvaise humeur, on aura tout le temps quelque chose autour de lui et dire non mais oui, très bien, bah, vos joueurs forcément ils s'y intéressent. C'est humain, hein, on a toujours un intérêt plus marqué pour ce qu'il a d'être plus qu'un simple personnage de fond. De la même façon, il faudra, lorsque vous allez commencer à jouer votre personnage, eh bien il faudra l'interpréter. L'interpréter, ça va être une difficulté supplémentaire puisque eh bien, il va falloir lui donner un semblant de vie. Si tous vos personnages parlent de la même façon, eh bien, au final on a du mal à les distinguer les uns des autres et surtout vous allez devoir être obligé de les décrire avant de les interpréter pour que les joueurs comprennent à quoi ça correspond. Ça peut être un détail tout bête, hein, mais parfois quitte à les rendre un peu caricaturaux, ça peut valoir le coup pour que vos joueurs, instinctivement, dès qu'il entend ce ton de voix ou qu'il remarque un geste du personnage, ils comprennent directement ce que c'est. De la même façon, le ton de voix, même si c'est sympa, hein, c'est toujours chouette d'alterner entre les personnages qui parlent avec une grosse voix et ceux qui parlent avec une voix fluette, mais ça vous pourrez vous adapter au fur et à mesure. Le plus difficile, c'est de les garder. Ces personnages qui ont des tons de voix très marqués, c'est ceux qu'on retient le plus. Ceux que vous allez utiliser et qui vont parler normalement, on les retiendra beaucoup moins. Parce que la plupart de vos personnages parleront normalement. Le monde n'est pas composé de gens avec une grosse voix. Heureusement d'ailleurs, sinon ça serait assez difficile de s'entendre. Mais voilà, forcément vous allez retrouver avec des personnages neutres. Et les personnages qui ont des tons de voix, soit ils vont réveiller l'intérêt du joueur, soit ils vont relancer l'histoire. C'est aussi une façon pour vous, discrètement, on revient au rythme de la vidéo précédente, de glisser. Eh, dites donc, vous avez vu ce personnage-là, il est marquant. Dites-lui-en ce que vous voulez, mais j'ai fait l'effort de donner une voix. S'il a une voix, s'il a des mimiques, s'il a des habitudes, il y a quelque chose. N'hésitez pas de la même façon à décrire un peu plus largement ce que font vos personnages. Tout le monde est composé de plein de tics de langage, d'habitudes, de gestes, de façons de faire. Voilà, on est tous pareils, hein, on a tous nos petites habitudes, nos petits gimmicks. Et c'est ce genre de petits détails qui va rendre un personnage vivant. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple qu'un personnage, les joueurs s'y attachent, et bien, en plus de lui donner une voix, en plus de donner un peu de corps, n'hésitez pas à lui donner des petits détails qui vont le différencier des autres. Un chevalier est un chevalier. Même si c'est Sir Thomas, votre meilleur copain depuis le début de la campagne, et bien s'il a une voix normale, qu'il n'a pas de façon d'être à lui, il est un énième PNJ qui traîne avec eux et qui peut être utile. S'il commence à avoir sa vie, ses petites habitudes, ses petites inquiétudes, ou ça peut être des éléments caractéristiques faciles à retenir, hein, ça peut être le fait que ce soit un énorme mangeur, et il mange beaucoup, voilà, donc forcément ça fait rire, parce que le personnage est un goinfre fini qui peut s'enfiler 3 poulets avant d'être repu. Bah, évidemment, vous pouvez rajouter des détails plus subtils, mais c'est ça qui va vraiment rendre vos personnages vivants. La difficulté aussi, c'est de ne pas le donner à tout le monde, ce genre de complexité. Parce que si tout le monde devient trop complexe, eh bien vos personnages que vous mettez plus de peine à détailler n'apparaissent plus sur le fond. Pour 5 chevaliers qui sont des chevaliers normaux, qui peuvent avoir des petites variations, hein, il y en a un qui peut parler un peu plus bruyamment, hein, avoir un langage un peu plus sec. Mais si vous voulez faire ressortir le 6ème, eh ben ne détaillez pas trop les autres. On comprendra qu'ils sont importants, d'accord, ce sont des chevaliers. Mais le 6ème, on le remarque, et on le retient, parce que, je sais pas moi, il a une canne ouvragée, et il s'appuie dessus en permanence, il a une lubie avec certaines tenues qu'il arbore toujours systématiquement de certaines couleurs. Allez savoir, ça peut vraiment être n'importe quoi. Mais c'est les petits détails qui vont faire qu'on s'y attache, et c'est aussi ces petites façons d'être avec les joueurs qui vont faire qu'on s'y attache. Ou qu'on le rejette d'ailleurs. Parce que vous pouvez très bien aussi vous servir de ces petits détails pour faire un rejet du personnage. Hein, un exemple tout court, tout bête, hein, mais si votre personnage, vous voulez déjà le rendre assez répugnant,
rien que de parler de ses habitudes, ses manies sales ou dégoûtantes, bah, tout de suite vos personnages ils vont le retenir. Vous inquiétez pas que à partir du moment où le type ils auront classé le mec il est immonde, et ben ils auront du mal à l'oublier. Parce que selon ce que vous voulez faire, c'est peut-être ce que vous voulez. Donc voilà, vraiment essayez de visualiser ça comme un tableau où vous avez les personnages vraiment de fond, les silhouettes. Là, les silhouettes, elles n'ont qu'un très vague intérêt, elles peuvent se permettre d'être génériques, de ne pas avoir de ton particulier, de ne pas avoir de forme particulière. Les personnages qui vont volter, léviter autour, hein, qui sont eux un peu plus marqués, mais pas trop. On les remarque parce qu'ils sont imposants, ou parce qu'ils ont des voix. Et puis les vrais personnages qui vont être les personnages majeurs de votre intrigue, de votre histoire, qui eux auront beaucoup de petits détails. Parce que ces petits détails, ils vont les construire au fur et à mesure, et les joueurs vont les découvrir au fur et à mesure, et ils vont s'habituer à eux. D'ailleurs, un bon moyen de montrer que quelque chose ne va pas avec un personnage. Si une de ses façons de faire habituelles, il ne l'accomplit pas. Je sais pas, par exemple, ouais, vous avez un personnage, mettons, il joue tout le temps avec sa bague, voilà. Il est tout le temps en train de jouer avec sa bague au doigt, dès qu'il parle avec quelqu'un. Et puis arrive un jour où, soit il n'y a plus la bague, soit il n'a aucun geste avec. Ça peut être le genre de détail où vous pouvez sortir, qui fait automatiquement comprendre aux joueurs quelque chose n'est pas normal, il y a un changement par rapport à la situation habituelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Sans même vous embêter à dire il est nerveux, il est en train de pleurer à moitié. Non, ça peut être tout petit détail. Le joueur, il va voir ça, il va se dire ah, tiens, c'est bizarre. Et en plus, c'est le genre de point sur lequel vous pouvez enchaîner. Que ce soit les joueurs qui se disent non, on va pas l'interroger comme ça et qui cherchent une raison autour de lui, soit qu'ils y aillent directement et que le personnage trouve une raison XY, oui mais non, mais je me suis blessé au doigt, c'est pour ça, mais qui paraissent vraiment pas franches et que les joueurs du coup augmentent leur intérêt pour la situation. Voilà, ces trois catégories de personnages, celle-là je pense c'est celle qu'il faut retenir, les silhouettes, les personnages de fond, les personnages centraux. À vous d'interpréter, quitte d'ailleurs à faire qu'un personnage aille d'un cran à un autre. Pour une raison X ou Y, vos personnages vont intercepter une silhouette. Sur l'instant, vous en avez fait un personnage de fond, puisque vous lui donnez un peu d'intonation. Et ils se mettent à vouloir qu'il l'accompagne, ils le payent pour une raison ou une autre, etc. Il peut se transformer en personnage central. Mais dans ce cas, il suffira de lui donner, de lui attribuer de nouvelles caractéristiques au fur et à mesure. Notez-les, puisque les joueurs, eux, vont les retenir. Ou alors, s'ils ne les retiennent pas, c'est à vous justement de tarabuster ces habitudes pour qu'ils finissent par les retenir. Un bon moyen aussi, à mon sens, de donner à vos personnages des façons d'être ou des styles différents, c'est tout bêtement, lorsque vous avez un PNJ, que vous savez qu'il reviendra, qu'il est important, etc., vous lui donnez 3 adjectifs. N'importe lesquels, à vous de voir, hein, ça peut être n'importe quoi, mais ces 3 adjectifs, ils constituent sa façon d'être. Ça peut être prétentieux, calme et pleurnichard. Vous savez, votre personnage il sera prétentieux, calme et pleurnichard. L'avantage de ces mots-clés avec des adjectifs qui ne soient pas détaillés, etc., c'est que vous pouvez les relire d'un trait, et souvent, ils vont vous donner l'interprétation que vous en avez. Ou alors, ils vont vous permettre de la trouver. Quand je vous dis le personnage il est prétentieux, lâche et pleurnichard, bon, vous avez vite compris que le personnage, ce ne sera pas le type le plus agréable de la création, et vous aurez tendance, selon vos réflexes par rapport à ces adjectifs, à lui donner une voix, une façon d'être, un ton. Et ils vont se construire tout seuls. Si, au fur et à mesure de la discussion, vous avez fait qu'il a toujours une voix plaintive quand il discute, et là, oui, mais... Eh ben, notez-le, rajoutez-le à sa fiche. Bon, bah voilà, il a une voix plaintive. Hop, allez, ça c'est réglé. Comme ça, au moins, vous savez ce que c'est. Vous pouvez le réutiliser sereinement, et vous savez que ça marchera bien, il aura toujours cette voix plaintive. Ça va vraiment rajouter quelque chose à votre partie, parce que sinon, vos joueurs, ils évoluent dans un monde de PNJ de jeux vidéo. Ils sont là, ils attendent, ils sont tout fixes, ils bougent pas, sauf si vous allez leur parler, et là, ils vous diront un texte pré-généré. L'avantage du jeu de rôle qu'on a, c'est que on peut faire ce qu'on veut, on n'a pas besoin de ces personnages figés qui ne réagissent pas. Et donc, c'est pour ça que l'intérêt est de les marquer. Mais encore une fois, pour moi, de pas tous les marquer. Il ne faut pas hésiter à ce que des personnages de toile de fond soient à peine décrits. Même quand ils discutent, on les retient pas. On n'a même parfois pas leur nom, même souvent d'ailleurs. Ils sont, tiens, tenez-vous, tenez... Bon, ils sont comme ça, ils sont de fond, ils n'ont pas de valeur, parce qu'il ne faut pas que les joueurs s'arrêtent dessus. Vous pourriez le faire, ça après tout, ça peut être une façon aussi qui marche. Mais dans ce cas-là,
vos joueurs évoluent dans un bac à sable permanent. Ils ont aucune idée de ce qui va se passer, ils ne savent rien de rien, et ça peut être aussi un problème. Si vos joueurs ne sont pas habitués, ils vont s'égarer là-dedans, ils vont pas savoir par où il faut aller. Tandis qu'avec des personnages typés, ils savent que leur champ de recherche il se réduit aux personnages typés. Donc au lieu de 200 000 personnes dans la ville, on passe à 30, 40. Et au fur et à mesure qu'ils vont progresser, vous en aurez peut-être 10, 15 à rendre sans trop, à être de plus en plus travaillés. C'est aussi un bon moyen de donner une importance à la mort, par exemple, des PNJ. Parce qu'un PNJ lambda, le soldat 314 se fait tuer à côté de vous, bon ben vous faites oh mon dieu, mettons-nous au couvert. Thierry, votre vieux PNJ qui vous a accompagné pendant 3 ans, que vous alliez toujours voir quand vous étiez dans la mouise et qui a toujours eu une chambre dispo pour vous quand vous étiez pas bien, il se prend une flèche, bah là ça va être autre chose. Déjà il y a de fortes chances qu'ils veuillent massacrer ce qui a tué leur pote, et il y a de très bonnes chances aussi qu'au lieu de se foutre à couvert, ils essaient de le protéger ou le mettre à l'abri ou de le sortir pour le soigner. Ou... Voilà, ça va créer des scènes, ça aussi qui est très intéressant. Pour moi c'est toujours bien d'avoir quelques PNJ qui vont flotter autour là, peuvent être utiles, pas forcément qui suivent vos joueurs, mais qui sont présents, qui sont disponibles, qu'on peut aller voir en cas de coup dur, ou qui sont toujours là pour racheter le matériel, ou à l'inverse, qui sont toujours le salopard qui vous empêche de rentrer en ville. Après tout, on peut aussi avoir envie de trucider les PNJ qu'on croise le plus souvent. Et pour accentuer cette interprétation que vous ferez, il y a donc votre voix et aussi votre interprétation physique. Alors si vous jouez qu'au sonore, qu'en vocal via internet, ça n'a pas grand chose d'intérêt, à moins que vous vous amusiez à vous agiter partout quand vous jouez. Mais en revanche, si vous êtes autour d'une table, ou si comme nous, vous vous voyez les uns les autres, ça peut faire beaucoup. Je vais donner un exemple tout bête, c'est pas médiéval fantastique dans ce coup-ci, même si on peut le faire avec le Junkie. Le Junkie, l'avantage c'est que plus vous ajouterez de détails, plus on va comprendre le degré de manque du mec. Parce qu'il y a une différence entre oui, je suis vraiment en manque, c'est terrible. Voilà, c'est d'accord. Le type commence à faire oui, il me faut madame, s'il vous plaît. Vous sentez le stress, l'angoisse dans sa voix. Et puis, alors, le stade au-dessus, celui où vous rajoutez les gestes, vous voyez le mec qui a des tics nerveux pendant qu'il vous parle, il est là, oh non, ouais, d'accord, oui, s'il vous plaît. Vous sentez le type qui vous allez. C'est le petit détail qui va rajouter de l'angoisse. Vous comprenez que le mec n'est pas stable. La voix peut vous aider, mais elle fera pas tout. Alors, lorsque le type, vous voyez qu'il a des gestes nerveux qui se touchent tout le temps, vous comprenez tout de suite qu'il est dans un stade très avancé. On accentue l'impact. Tout comme une victime, par exemple, au lieu d'avoir juste la voix angoissée, voilà, je sais pas, quelqu'un vient de se faire planter un couteau dans le bide et attend dans une ruelle. Il y a une différence entre celui qui s'en fout, celui qui a la voix qui est angoissée, qui a mal, et vraiment l'accentuation du geste. Voilà, parce que vous pouvez faire quelqu'un qui a mal, voilà, c'est ah au secours, là j'ai mal, très bien, bon, c'est une chose. Mais si en plus vos joueurs, ils voient que vous êtes en train de vous tenir, que vous avez des difficultés, vous vous êtes penché, il va en déduire, instinctivement, il va en déduire l'état du personnage. Avec seulement la voix, il va savoir qu'il est blessé. Avec la tête que vous faites, il va savoir qu'il est blessé plus ou moins gravement. Il va savoir où il est blessé. Si vous vous tenez à la gorge en disant « Oh mon Dieu !» forcément, c'est pas la même chose que si vous êtes en train de vous tenir l'épaule. C'est assez important parce que ça fait aussi que vos joueurs, ils vont plus facilement regarder ce que vous faites. Ils vont plus facilement vous regarder pour voir et essayer d'enregistrer les informations que votre accentuation fait. Et autre avantage secondaire, c'est que ça fait que vos joueurs sont un peu plus concentrés sur ce qui se passe. De la même façon, n'hésitez pas, au besoin, à accentuer la douleur du personnage, ou la détresse du personnage, ou la colère du personnage au fur et à mesure. Quitte justement à commencer sans la présence physique, en commençant juste avec « Écoutez monsieur, vous commencez à m'agacer », et en montrant après des gestes qui sont communs à tout le monde et qu'on comprend tous directement. Quelqu'un qui commence à hausser le ton, à se rapprocher, en faisant juste ça, le joueur lui comprend, le mec se rapproche de moi. T'as même pas besoin de lui dire. Il comprend direct. Le type est agressif. Il y a une différence entre il est en colère, il est agressif.
C'est ce genre de détails que vous allez finir par avoir de plus en plus facilement, puisque plus vous jouerez vos personnages, plus vous serez habitué à les jouer. Et même si vous n'aurez pas un panel de 500 000 comportements physiques, eh ben, ça vous en fera quand même une petite dizaine différentes, puis une quinzaine, puis une vingtaine, qui peuvent vous aider à bien enfoncer le clou, bien faire comprendre, est-ce que là tu as compris que le type est agressif? Et ça sera une aide précieuse pour vous. Maintenant, je voudrais revenir aussi sur mais ça va dépendre effectivement beaucoup de votre campagne, de votre partie, de votre façon de jouer, mais sur l'intérêt que peut avoir un méchant intelligent. Vous avez plusieurs façons de vivre les choses. Vous avez des méchants qui vont être méchants parce que ce sont des monstres. Ils ont été conçus pour, ils sont faits pour, ils sont là pour être méchants. Vous avez des gens qui sont méchants parce qu'ils ont un grain. Ils sont vicieux, ils sont sadiques, ils ont un manque total d'empathie. Et vous avez des méchants aussi qui vont être méchants uniquement parce qu'ils ont un intérêt à l'être. L'appât du gain, la luxure, l'envie, la convoitise. 50 versions, chaque péché peut fonctionner. Mais surtout, et ce sera le cas de beaucoup de vos méchants, a priori, c'est qu'on n'est pas méchant sans raison. Et surtout, on pense rarement qu'on est le méchant. Et ça, c'est un point important, parce que ça peut être sympa de jouer sur les valeurs morales de vos personnages, que ce soit de vos PNJ ou que ce soit sur celles des joueurs. Si votre méchant, il est méchant parce qu'il a décidé qu'il fallait détruire le monde, bon, il est méchant, mais on se demande bien pourquoi il veut détruire le monde, déjà. Oui, c'est bien, mais pourquoi? On peut ne pas le savoir dès le début, d'ailleurs. Et on peut découvrir au fur et à mesure que ce méchant, il est méchant, mais il a ses raisons. Parfois même qu'il pense que c'est la meilleure chose à faire. Parce que lorsque vous êtes face à un adversaire qui pense que c'est la meilleure chose à faire, vous ouvrez largement le panel de ses acolytes. Vous passez de ces hommes sont soit des criminels, soit des salopards payés pour, soit des tarés, à ça peut être des braves gens qui sont convaincus qu'il a raison. Il a tout à fait raison. Et le pire du pire, c'est que parfois, vous pouvez faire en sorte que ce méchant, il a raison. Et que vos joueurs ne s'en rendent pas compte au début. Et qu'ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent soit continuer dans leur camp, soit aller dans le camp d'en face, mais qu'ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas chez les bons. Et parfois, ils vont être coincés chez ceux qui s'avéreront les méchants, mais qui évidemment penseront eux aussi être les bons. Puisque dans le monde, forcément, 3/4 du temps, chaque camp pense que c'est lui qui a raison, que ce qu'il fait est la bonne cause, la cause juste, et que la seule qu'il faudrait suivre. Donc, retenez ça, puisque vous allez vraiment rendre difficile et délicat l'univers. On a trop tendance à faire des méchants qui ne sont soutenus que par des salauds, alors qu'on peut faire souvent des méchants qui sont soutenus par des braves gens, tout simplement parce que le méchant est un brave gens qui a un point de vue radicalement différent du vôtre. Et souvent, vous allez être des braves gens, mais qui vont utiliser de toutes méthodes plus ou moins justes pour parvenir à leur fin, et parfois même se comporter comme de beaux salopards. En faisant ça, vous allez alterner la notion de bien et de mal de vos joueurs, et surtout vous allez faire que n'importe qui peut devenir une menace pour eux. Pas simplement les monstres tout verts et poilus de 2 mètres de haut. Le villageois, ça peut être une menace parce qu'il considère que c'est vous les salauds. Enfin, pour continuer un peu sur ce genre de personnage, c'est toujours délicat lorsque vous placez des adversaires de faire en sorte que leur lutte contre les joueurs soit cohérente du début jusqu'à la fin. Parce que vos joueurs ils vont avoir des comportements qui parfois peuvent être assez erratiques, puisqu'eux ne connaissent pas l'univers, puisqu'eux ne connaissent pas l'intrigue, donc ils font comme ils peuvent. Et il y a des situations où votre personnage, il pourrait par exemple se dire finalement il ne me dérange plus. Ou de la même façon, lorsque vos joueurs coincent un adversaire, les adversaires qui se battent à mort en permanence, c'est pas courant. Souvent ça vous enquiquine parce que ça veut dire que s'ils capturent le mec, ils vont vouloir le faire parler et donc le mec va devoir distribuer des informations. Et ça c'est la difficulté, c'est que souvent ça risquerait de faire avancer trop vite l'intrigue. Sauf que de la même logique, si vos gars ils pensent que ils font ça pour la bonne cause, déjà ils peuvent très bien dire clairement ce qu'ils savent, et souvent ça peut être pas grand chose.
voire même essayer de remettre en cause ce que pensent les joueurs en disant mais vous vous rendez compte que vous faites ça alors que le roi légitime, eh ben, c'est bidule parce que ça et ça. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que vous aurez rarement des adversaires qui se battent à mort, soit qui se laissent capturer, soit qui s'enfuient. Mais un adversaire qui se bat à mort, c'est pas si courant que ça. Vous prenez la plupart des conflits, des batailles, etc. Bah, quand ça tourne trop mal, eh ben on se rend, ou alors on se débande, parce que l'adversaire il est plus fort. Le suicidaire, c'est pas l'adversaire lambda. Et pour moi, c'est mieux de faire en sorte qu'il ne soit pas l'adversaire lambda, parce que comme ça, lorsque l'ennemi se révèle être un mec suicidaire qui n'a aucune crainte de mourir, vous comprenez que la situation devient délicate. Parce que votre adversaire, il a la capacité de les endoctriner suffisamment pour que les Gugus soient prêts à crever pour rien. C'est plein de subtilités dans votre interprétation du méchant qui va donner beaucoup d'intérêt à votre partie. Un méchant n'est pas naturellement. Un gentil n'a peut-être pas raison. Parce qu'un gentil et un méchant, souvent, c'est juste le point de vue de votre personnage par rapport à deux situations. Enfin, pour terminer, puisque voilà, cette vidéo sera peut-être plus courte que les autres, je sais pas, je calcule pas, donc comme je fais un peu au hasard, hein, vous le savez maintenant, hein, j'essaie juste de vous donner des trucs comme ça. Enfin, donc oui, dernier point, si vous préparez vos personnages, voilà, vous avez tout bien fait, et vos joueurs s'attachent à un personnage et pas à un autre, pourquoi lui forcer la main? Ne vous embêtez pas nécessairement à leur forcer la main. Les joueurs, laissez-les s'approprier les personnages nos joueurs qui vont croiser. Laissez-leur se dire qu'ils aiment bien machin, qu'ils aiment bien truc, qu'ils aiment bien bidule, et qu'ils détestent bidule 2. Voilà, c'est bidule 2. C'est le frère de bidule, cherchez pas. Et parce que c'est en faisant ça que vous allez leur permettre de faire leur propre choix, et de dire que c'est eux qui ont décidé que machin c'était leur pote. C'est pas le personnage du scénar qui vient avec eux. Machin c'est leur pote, ils l'ont choisi, il va les accompagner. Souvent il sera moins fort qu'eux, donc il restera pas très longtemps, hein, mais n'hésitez pas à leur laisser l'occasion de s'approprier des gens. Ne serait-ce que parfois en s'installant, parfois en ayant leurs petites habitudes, s'ils sont toujours dans la même ville, et pourquoi pas être très amis avec le serveur de tel bar ou telle taverne. Plein de petits détails qui rendent vivant et qui rendent humain votre histoire. Puisque votre histoire, rappelez-vous, elle n'aura pas que des pics, elle ne montrera pas de permanence en crescendo. Elle aura aussi des moments calmes, pour savourer le prochain pic. Et ces moments calmes, parfois, l'idéal, ça peut être de les savourer avec des personnages que l'on aime bien, qu'on connaît, qui sont nos amis, qui sont pour vous, MJ, de futures victimes potentielles ou traîtres potentiels, utilisables à votre cause, et qui choqueront vos joueurs. Parce que on aura toujours plus de mal à voir un pote se faire descendre qu'à voir un inconnu se faire descendre. Donc à vous de constituer comme ça ce petit pool, là, toujours utile, toujours présent, là, qu'on aime bien, et sera utile peut-être un jour ou l'autre. Bon, sur ce, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'au final, la plus grosse information que je puisse vous donner là, même si je ne fais que la décrire dans une très vague donnée, c'est que retenez que vos personnages, vos méchants, vos gentils, vos héros, ils ont une vie à côté de l'histoire. Ils ont des raisons de faire ce qu'ils font. Ils ont des raisons d'agir. Et ils ont même des familles. Familles qui peuvent être d'ailleurs un excellent moyen de traumatiser vos joueurs. Si leur pire adversaire dont ils veulent faire la peau se révèle être un gentil papa et un époux attentionné, ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Surtout quand les enfants demanderont pourquoi tu fais du mal à mon papa. C'est ce genre de détails qui vont rendre réaliste votre univers. Est-ce qu'il a besoin de l'être? Ça, c'est votre problème. Est-ce qu'il préférerait pas des personnages très blancs, très noirs qui s'affrontent dans un grand duel? C'est votre problème, c'est à vous de choisir le degré de complexité de vos personnages. Mais à partir du moment où vous jouerez dans des univers médiévaux un peu complexes, ou futuristes un peu complexes, dans un univers où vous voulez que la situation soit plus délicate que ce qu'il n'y paraît, vous aurez besoin de ces personnages clés. Et vous aurez besoin de construire vos méchants, tout comme vous aurez besoin de construire vos alliés, tout comme les chefs, les mentors, les assistants devront être construits pour développer une histoire. C'est à peu près tout. J'espère que ça vous sera quand même utile. En tout cas, mon grand laïus vous sera utile. Je vous précise que une version texte, parce qu'on nous l'a demandé, des astuces de MJ, où en gros c'est un récap complet de ce que je dis,
seront disponibles prochainement dans les descriptions des vidéos, donc pas tout de suite, hein, ça sera dans les prochaines semaines. C'est Idiaf qui se charge de tout rédiger, donc déjà on la remercie bien fort parce que c'est particulièrement chiant de me citer et de me réécrire parce que je parle beaucoup et je dis beaucoup de sujets qui partent à droite à gauche, donc beaucoup de pensées pour elle. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a été utile, au moins un petit peu, et je l'espère à la prochaine fois pour d'autres détails qui, je pense, commenceront à passer vers des points un peu plus complexes de la gestion d'une partie, un peu plus poussés en tout cas. Donc je vous dis à la prochaine fois sur Game War Tentacule.